Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première conférence de la chaire Lawrence Dewan en philosophie et Saint Thomas d'Aquin. Le père Dewan avait été professeur au Collège dominicain, avait été mon maître, et lorsqu'il est décédé, nous avons créé une chaire qui, pour la première fois cette année, a été dotée grâce à un don de la Fondation Georges et Hélène Vary de Toronto. Et c'est comme ça qu'entre autres activités, on a pu monter ces conférences-là. Alors, ce soir, c'est la première conférence et elle porte sur saint Thomas d'Aquin comme enseignant et saint Thomas d'Aquin comme étudiant. Donc, l'idée est de parcourir ensemble quelques textes de la Somme de théologie rapidement pour vous donner l'idée de ce qu'un professeur pouvait penser de ce que c'était que penser et d'enseigner au XIIIe siècle. Alors, je ne ferai pas une approche historienne de ces textes-là. Je vais m'en tenir au texte de la Somme et qu'est-ce que ça nous dit de l'être humain, de ce que c'est qu'enseigner, de ce que c'est que d'essayer de se retrouver sur le chemin de la vérité, à la fois pour la rechercher, pour la partager. Alors, Thomas d'Aquin avait passé sa vie quand même à enseigner, et il enseignait tant à l'université que dans les studiums de l'ordre, les studiums de l'ordre étant les lieux, un peu comme le collège dominicain au point de départ, où les dominicains étaient formés. Et c'est suite à une demande d'un chapitre provincial, on lui avait dit, je donne la version simplifiée, on avait dit, il y a plusieurs frères qui n'iront jamais à l'université, et il faut quand même les former, donc il faut leur donner quelque chose pour qu'ils puissent comprendre. Alors je dis, la somme de théologie, pour faire vite, c'est l'enseignement for dummies, pour les nuls. Vous allez voir que les nuls dans la somme théologique, ils n'étaient pas si nuls que ça. Mais l'idée, c'était pas un enseignement universitaire, c'était dirigé à des frères qui n'allaient pas enseigner, mais qui allaient passer leur vie à prêcher et à conseiller des gens et à entendre des confessions et essayer de se retrouver là-dedans. Alors, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de mettre de l'avant quelques options pédagogiques de Thomas d'Aquin, des options andragogiques, et je vais signaler le cadre théologique dans lequel ça se trouve. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que moi je considère être l'intérêt de cette pédagogie-là qu'il a encore pour aujourd'hui, parce que je ne crois pas que Thomas d'Aquin est à mettre au musée. Et je vais surtout insister sur l'idée qu'il y a une relation importante, profonde entre l'enseignant et le professeur, pas le professeur, l'étudiant ou l'étudiante, qui est liée à une certaine manière de voir les choses. Mais ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je dois commencer par critiquer les choses. Je vais critiquer, mais pas parce que j'aime critiquer, tout simplement parce qu'il y a deux grands lieux où Thomas d'Aquin, par rapport à l'enseignement, a critiqué la façon de faire habituelle. Il n'était pas un critiqueux, mais il y a deux endroits où on voit qu'il est irrité par la façon dont les gens font les choses et il se dit, ça ne peut pas continuer, il faut faire les choses autrement. Et vous trouvez ça à deux endroits que je vais vous donner à lire, que je vais commenter. Le premier, c'est le prologue général à la Somme de théologie, que je vais partager dans quelques minutes. Et le deuxième texte, sur lequel je vais dire aussi quelques mots, c'est la finale de son texte sur l'unité de l'intellect, une controverse de 1270, où il s'en prend à des avéroïstes, et après avoir travaillé intellectuellement de manière extrêmement précise et attentive les textes d'Aristote, des arguments complexes sur ce que c'est qu'un être humain, comment ça en prend, il n'en peut plus, il est énervé, il est en colère, et il vous dit des choses un peu dures qui valent la peine d'être lues. Alors, on commence par le prologue à la Somme théologique. Alors, vous voyez tous le texte à votre écran pour le moment? Alors, je lis. Parce que le docteur de la vérité catholique ne doit pas seulement instruire les plus avancés, mais qu'il lui appartient aussi de sortir de l'état brut les commençants, selon les mots de l'apôtre dans l'Épître aux Corinthiens, comme à des petits enfants dans le Christ, du lait je vous ai donné à boire, non de la nourriture solide. Le propos de notre intention est dans cet ouvrage de faire tradition de ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à l'érudition des commençants. Pour les moins latinistes, l'érudition des commençants, ça veut dire ils sont rudes, bruts,
et on y va à coups de marteau pour ôter les gros morceaux. En bon québécois, on pourrait dire les dégrossir. Mais ça paraît mieux si on dit érudition. Nous avons considéré en effet qu'il se trouve dans l'emploi des écrits de divers auteurs plusieurs éléments qui empêchent les novices, les débutants, de commencer dans l'enseignement de la vérité catholique. En partie par la multiplication des questions inutiles, des articles et des arguments. En partie aussi parce que ce qui leur est nécessaire en vue de la science n'est pas traité selon l'ordre de la discipline, mais selon que requiert l'explication des livres ou selon que se présente l'occasion des disputes. En partie parce que la répétition fréquente des mêmes choses génère dans l'âme des auditeurs dégoût et confusion. Habituellement, on traduit avec un mot plus gentiment dégoût, mais en latin, c'est vraiment dégoût. Pour éviter donc ces inconvénients et d'autres semblables aux étudiants, nous tenterons avec confiance dans le secours divin de suivre ce qui a trait à la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant que le permettra la matière. Donc, si on prend ce texte et on le regarde du point de vue de qu'est-ce que c'est que l'enseignement et comment situe Thomas par rapport à ça, il se dit, qu'est-ce qui se passe? On lit un livre et au fur et à mesure où les choses, on a un manuel, quoi. Et au fur et à mesure que les questions sont soulevées dans le manuel, on commente un peu, on explique, et puis après ça, on passe à autre chose. Puis, on revient sur la même matière un peu plus tard parce que la même idée revient et tout. Et on multiplie les arguments, pas de manière pédagogique, mais parce que vous savez, les professeurs, nous aimons nous entendre parler. Et du coup, j'ai des bons arguments, je les fais, je les mets, j'en rajoute et je multiplie les choses. Et en plus, je sais que d'autres professeurs ne pensent pas comme moi. Et les professeurs sont des êtres hyper narcissiques. Encore aujourd'hui, ce n'est pas le Moyen-Âge, là. Et on aime disputer avec nos collègues, qui sont tous, parce que nous sommes un peu narcissiques, croyons-nous, un peu plus bêtes que nous. De sorte qu'on multiplie les disputes, mais le pauvre étudiant ou la pauvre étudiante qui commence, elle n'en a rien à cirer des disputes. Elle ne sait pas de quoi ça retourne. Mais voyez ce que Thomas a en tête ici, il dit, vous enseignez en faisant comme s'ils étaient intéressés par les disputes déjà, mais ils n'ont même pas commencé à comprendre de quoi il s'agit. Et puis, en plus, la répétition, paraît que c'est très, très bon pour que les gens retiennent les choses, mais à force de répéter les mêmes choses, vous entraînez du dégoût, de la confusion et vous endormez vos étudiants. Ça, c'est s'ils étaient réveillés au point de départ, mais bon, on prend pour acquis qu'ils l'étaient. De sorte que Thomas d'Aquin va dire qu'il faut faire un autre enseignement, plus vif, moins d'arguments. On reste dans l'ordre et dans la lignée de ce qui est à travailler, en autant que c'est possible, parce que la matière, à la théologie, mais à n'importe quel domaine, ce serait la même chose, la matière qu'on a enseignée, ce n'est pas une déduction de quelque chose, non. Surtout lorsqu'on arrive dans les choses qui touchent les êtres humains et puis les actions humaines, il n'y a pas de système possible. Il y a des constellations de questions qui vont ensemble, puis là, on a un ordre, puis on a un autre ordre après, puis entre les deux, on fait un petit pont gentil, mais il n'y a pas de déduction forte à faire et complète. Alors, il va essayer de faire ça. C'est ce qu'il nous dit, et je crois que la somme, en gros, témoigne de ce souci pédagogique de ne pas ennuyer, de ne pas dégoûter, de ne pas répéter, et de garder un certain ordre en évitant les questions inutiles et les débats qui pourront servir au niveau du doctorat ou d'une maîtrise, si vous voulez, ou dans un colloque. Pour le dire autrement, l'enseignement était une arène où il s'agissait de bien paraître, et il dit, les étudiants, les étudiantes ne sont pas des spectateurs d'une mise en scène où vous voulez vous faire valoir contre tel autre professeur. Il s'agit donc de vous stimuler à étudier en autant qu'on le pourra et en espérant le secours divin. Pour le dire autrement, j'ai beau être un bon prof, je ne peux pas tout savoir et tout vous faire comprendre. Je compte aussi sur la grâce de Dieu pour vous ouvrir l'esprit. On y reviendra un peu plus tard. Donc, vous voyez, d'entrée de jeu, lorsqu'il se met à écrire un ouvrage qui veut être
très pédagogique, qui n'est pas académique de ce point de vue-là, au sens universitaire. Il dit, on restreint les choses, on organise, on orchestre, et ce n'est pas le temps d'essayer de bien paraître et de se faire valoir. 5-6 ans plus tard, dans le cadre d'une controverse violente, et ce n'est pas la première fois qu'il était en controverse contre les avéroïstes à propos de l'unité de l'intellect, il est ramené de Rome à Paris pour défendre les chaires dominicaines et essayer de mettre un peu de plomb dans la tête, c'est le cas de le dire, ou dans l'aile des avéroïstes, autour d'un certain Sigil Brabant et de quelques autres professeurs brillants aussi par ailleurs. À la fin de cet ouvrage qui s'appelle « L'unité de l'intellect », une fois, comme j'ai dit, qu'il avait bien travaillé tous les arguments, il termine comme ceci. Voilà donc ce que nous avons écrit pour détruire l'erreur en question, non en évoquant les dogmes de la foi, mais en recourant au raisonnement et aux dits des philosophes eux-mêmes. Et voici ce qui m'intéresse. Si quelqu'un faisant glorieusement étalage du faux nom de la science peut dire quelque chose contre ce que nous avons écrit, qu'il ne s'exprime pas dans les coins sombres ou devant des gamins qui ne savent pas juger des matières si ardues, mais qu'il réplique à cet écrit par un écrit s'il l'ose. Il trouvera face à lui non seulement moi, qui suis le dernier de tous, mais bien d'autres zélateurs de la vérité qui sauront résister à son erreur ou éclairer son intelligence. Ce qui m'intéresse là-dedans, parce qu'il s'en prend un professeur, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prof, et ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait glorieusement étalage de sa science. Bon, c'est rhétorique, c'est polémique, j'en conviens, mais c'est cette idée de vouloir paraître savant plutôt que d'enseigner, véritablement. On verra ce que ça veut dire dans quelques minutes. Et Thomas d'Aquin ici devient un peu méchant et dit qu'il ne s'exprime pas dans les coins sombres, comme s'il fallait se cacher pour dire ce qu'on a à dire parce qu'il y avait quelque chose d'ésotérique ou de problématique, et surtout pas le faire devant des gamins. De ne pas prendre des jeunes, parce que Sigil Brabant est à la faculté des arts, de ne pas prendre des jeunes de 12, 13, 14, 15, 16 ans comme otages de ces élucubrations. Ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas résister. Et ce n'est pas honnête, surtout sur une question comme celle-là, comme j'en avais averti au début de l'ouvrage, ce n'est pas honnête intellectuellement de faire en sorte que vous ayez des disciples ou des gens qui vont vous répéter, mais à qui vous n'avez pas donné les instruments pour pouvoir recevoir critiquement ce que vous dites et tout. C'était son moment critique, si vous voulez. Alors, je mettais ça en exergue juste pour dire que le 13e siècle, ce n'était pas un siècle d'harmonie et un siècle où tout le monde pensait de la même manière. Non, il y avait des manières de faire qui étaient en train de changer, d'être transformées. Et du point de vue de l'histoire, Thomas d'Aquin, tant dans son enseignement à Paris que dans ses enseignements italiens, a contribué à changer la manière d'enseigner. Mais non seulement a-t-il critiqué ce que d'autres faisaient, mais il s'est penché à quelques reprises sur qu'est-ce que c'est que d'enseigner. Est-ce que c'est possible d'enseigner véritablement aux gens? C'est la question qu'on appelle en latin « de magistro », à propos du maître ou du maître, qui est, dans le fond, l'écho de l'écho de l'écho d'un dialogue fameux d'Augustin, qui s'appelle « De magistro », de l'enseignement, que Augustin avait fait, un beau petit dialogue à lire une fois avant de mourir, avec, comme deuxième personnage, avec son fils Adéodate. Alors, je veux parcourir rapidement avec vous cette question-là dans la somme de théologie, c'est la question 117, l'article 1. Un homme, un être humain, peut-il instruire un autre être humain en produisant en lui la science? Avant de répondre à ça, je vous dis où se trouve cette question 117. C'est l'avant-dernière question presque de la première partie de la somme de théologie, qui, après avoir déployé sur une quarantaine de questions
qui est Dieu, après ça, qu'est-ce que la création, puis qu'est-ce que l'être humain. Et il finit par une dernière section, se poser la question, ben, l'être humain, dans le gouvernement divin, ça fait quoi? Comment est-ce que l'être humain, les humains, collaborent au gouvernement de Dieu? Comment on est providence pour nos frères et sœurs? Comment on est de ce point de vue les mains de Dieu dans la création? Et il dit, on est les aides de Dieu, les adjuvants de Dieu, de deux manières. La première manière, en faisant des enfants. Enfin, c'est la deuxième manière, en faisant des enfants. Parce que faire des enfants, c'est pas simplement avoir du plaisir, c'est pas simplement s'assurer que la population de la Terre augmente. Non. Théologiquement, Thomas dit, la procréation, c'est de faire apparaître sur Terre les hommes et les femmes que Dieu veut sauver. Les hommes et les femmes avec qui Dieu veut entrer en relation, les hommes et les femmes avec qui Dieu veut partager sa vie. Alors, vous faites des enfants, c'est très bien. Bon, moi, j'ai renoncé à ça parce que, compte tenu de l'état de mon ADN, je croyais que ça contribuerait pas fort peu au gouvernement divin que de multiplier mon ADN. Par contre, la deuxième chose, je me reprends, la deuxième chose deuxième activité, outre le sexe reproducteur, c'est l'enseignement. Avant même de se poser des questions de morale, Thomas d'Aquin dit, les humains sont créés de telle sorte qu'ils contribuent à la création en peuplant la terre des hommes et des femmes qui reçoivent la parole de Dieu, qui peuvent en vivre, et on contribue à ça en enseignant à ces hommes et à ces femmes. La prise de parole pédagogique fait partie de l'ensemble des prises de parole que les humains peuvent avoir les uns envers les autres afin de les rapprocher de Dieu en faisant connaître Dieu, bien sûr, mais faire connaître la vérité sur les brins d'herbe, sur la création, sur qui est l'être humain. Donc, je considère que ce point est fort important. Ou pour le dire en langage plus philosophique pour aujourd'hui, si on est moins théologien ou théologienne, c'est de dire enseigner, ça participe à construire le sens du monde ou construire le monde en tant que signifiant et partager ce sens-là aux hommes et aux femmes qui, de génération en génération, s'inscrivent dans le monde et tentent de trouver le bonheur. Première chose. Deuxième chose, si c'est si important l'enseignement, et cela, c'est le philosophe en moi, le fils du père de One, qui réapparaît, il faut voir que du point de vue de l'histoire de la philosophie, enseigner la science, enseigner la vérité aux hommes et aux femmes, c'est au cœur des réflexions éthiques et politiques depuis Platon. On l'a dans quelques fragments d'Héraclite, mais vous avez surtout ça dans la République de Platon, dans les lois. Vous avez ça dans les politiques d'Aristote. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de vie où la justice peut se faire et les injustices se défaire. Il n'y a pas de monde sans que des hommes et des femmes soient engagés à enseigner la vérité. Et cet enseignement-là, les différentes figures de l'enseignant, c'est situé dans un spectre qui va de Platon à, pour certains d'entre vous, ça dira quelque chose, jusqu'à Jacques Rancière, un philosophe contemporain, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le maître ignorant » sur M. Jacotot, J-A-C-O-C-O-T. M. Jacotot était un prof au 19e siècle qui disait à ses étudiants « Moi, je ne sais rien, mais je peux vous apprendre à apprendre. » C'est un livre merveilleux et Jacotot est un bonhomme merveilleux. Et c'est sur ce spectre-là que je vais déployer tranquillement que va apparaître le contenu de la question 117. Vous avez un spectre des profs qui va de « le prof doit tout savoir », le prof doit avoir été illuminé, avoir contemplé la vérité, le beau, le bien, enfin, surtout le bien, le beau on peut laisser tomber, mais le bien, l'être et tout, moins l'être si vous êtes platonicien, donc le beau et le bon. Et parce que je sais, je peux vous faire comprendre. Quitte à vous arracher à vos ténèbres, à vous tirer hors de la caverne par les cheveux,
à faire en sorte que vous montiez vers la lumière kicking and screaming, diraient les Anglais, jusqu'à ce que vous vous adaptiez à voir. Et je n'ai rien à faire. Enfin, il faut que je vous traîne jusque-là. Et je vous expose à la lumière, et voyant la lumière, vous tombez en extase, un peu comme Descartes devant l'idée de Dieu avec la fin de la troisième méditation métaphysique. Donc, le professeur, comme celui qui sait le chemin et qui va vous y amener de manière violente, peut-être, mais qui va vous exposer à la vérité. Et vous la voyez. À l'autre bout, c'est pour ça que j'ai pris Jacques Rancière, j'aurais pu prendre d'autres philosophes, mais j'ai pris Jacques Rancière, le prof qui ne sait pas, qui fait profession de ne pas savoir. Sinon, faire en sorte que vous développiez la confiance dans votre entendement, la confiance dans les capacités intellectuelles que vous avez pour trier, voir les proportions, découvrir des liens entre ce dont vous faites l'expérience. Vous voyez, le prof qui sait tout jusqu'au prof qui ne sait rien, le prof qui sait tout et qui expose violemment pour le bien de l'élève ou de l'étudiant ou de la personne à la vérité, et l'autre qui dit, ben regarde comme faut, là, cherche. Tu vas trouver. Puis tu finis par trouver. Alors, je vous donne la mise en scène. Ce que j'appelle la mise en scène, c'est une série de... Thomas d'Aquin fonctionne toujours comme ça, vous le savez. Il prend des opinions qui ont cours dans le monde, il les met ensemble d'une certaine manière. Le père de One était très, très sensible à l'ordre des objections. Et à partir de ça, il va développer ses idées. Alors, est-ce qu'il est possible pour un être humain d'en instruire un autre en produisant la science? Il ne semble pas, le Seigneur a dit, en effet, ne vous faites pas appeler maître. Et on lit dans la glose de Saint Jérôme, n'attribuez pas aux hommes un honneur divin. Être maître concerne donc proprement l'honneur divin. Or, instruire le propre du maître. L'homme ne peut donc pas instruire, c'est le propre de Dieu. Donc, nous sommes tous ignorants, et la science, la vérité, nous ne l'aurons que de Dieu. C'est beau, c'est sûrement très noble, mais ça dit quelque chose de ce qui est en jeu dans l'enseignement. Si un homme en instruit un autre, c'est seulement parce qu'il agit par sa science pour causer la science chez l'autre. Mais la qualité par laquelle quelqu'un agit pour produire quelque chose de semblable à lui est une qualité active. Il s'ensuit que la science est une qualité active, comme la chaleur. Là, vous me dites, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, je produis votre science en vous réchauffant. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'ai de la science, je peux produire de la science chez vous, pas en vous... Moi, je ne vous apprendrai rien, mais je vous crée des conditions d'apprentissage, et puis par un peu osmose, le transfert de la chaleur, des mots, des idées, vous allez apprendre quelque chose. C'est quand même vrai. Si on est dans des conditions matérielles, physiques qui ne permettent pas véritablement un contact, une communication, une relation, on sait que ça ira pas aussi bien. Donc, on se dit, il y a quelque chose là aussi. Troisième, l'acquisition de la science requiert une lumière intelligible. Et l'espèce, la chose connue. Mais l'homme ne peut produire chez un autre ni l'un ni l'autre. L'homme ne peut donc pas, en enseignant, produire la science chez un autre. Je le sais, l'enfant le sait, je vais peut-être lui redire demain matin au cours. Je crois que les hommes, avant 9 heures, on ne peut pas leur demander de penser. Les femmes, oui, mais pas les hommes. Okay? Bon, je sais, je suis sexiste, je m'en confesse. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beau m'époumoner, avoir les meilleures techniques pédagogiques possibles, je ne peux pas produire la science chez l'autre. Je ne peux pas faire que vous voyez, si je vous dis, regardez, là, c'est là, je vous le mets en dessous du nez, puis vous avez des fois des beaux grands yeux devant vous. Vous avez l'impression d'un regard bovin. Vous avez l'impression d'une vache qui regarde passer le train. Vous êtes le train comme professeur. Ben, c'est que vous n'êtes pas capable de créer la science chez l'autre. Et c'est une expérience de professeur, de parent, on le sait. Le docteur, donc l'enseignant, ne peut faire plus pour son disciple que de lui proposer certains signes en exprimant quelque chose par des mots ou par des gestes. Je suis italien,
je me sers de mes mains. Mais en proposant ces signes, on ne peut pas instruire un autre en causant lui la science. En effet, on lui propose des signes ou bien de choses déjà connues, ou bien de choses inconnues. S'il s'agit de choses déjà connues, celui à qui les signes sont présentés possède déjà la science. Il ne la reçoit donc pas du maître. Et si je fais des signes à propos de choses inconnues, il n'apprend rien grâce à ces signes-là. Imaginons que l'on propose à un latin des mots grecs, dont celui-ci ignore la signification. Par cette méthode, on ne pourra rien lui apprendre. L'homme ne peut donc en aucune manière en instruire un autre en causant en lui la science. C'est un peu décourageant, j'en conviens avec vous. Si on n'avait pas Saint Paul qui disait dans le Christ, j'ai été établi prédicateur et apôtre, docteur des nations pour la foi et la vérité. Donc, j'ai enseigné. Mais si on n'avait pas ça, on pourrait se dire, les profs, ça vaut-tu la peine de préparer ces cours? Est-ce que ça vaut la peine de préparer une conférence? J'ai beau me servir de mes mains, d'être un clown, de faire une petite danse devant vous. Ça ne vous donnera rien si vous ne savez pas déjà. Alors ça, c'est des opinions qui ont cours à l'époque, des opinions toutes nobles. Parce que connaître la vérité, c'est extrêmement complexe. Surtout chez Thomas d'Aquin. Lorsqu'on sait ce qu'il pense de la vérité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment amener quelqu'un d'autre à avoir cette prétention-là? Eh bien, la réponse, c'est faisons un petit détour historique. C'est pas moi qui dis ça, c'est Thomas d'Aquin. Alors, je ne commenterai pas tout ce qui est devant vous, je vais juste le résumer. Thomas d'Aquin dit, pour qu'on puisse dire qu'enseigner, c'est possible et que ça peut faire quelque chose à quelqu'un pour véritablement faire en sorte que quelqu'un apprenne, il faut se retourner un peu en arrière et réfléchir à qu'est-ce que c'est que penser pour un être humain. Or, il y a fondamentalement deux grandes options dans l'histoire de la pensée. La première, penser, P-E-N-S-E-R, c'est avoir accès à des pensées, P-E-N-S-E, accent aigu, E-S. C'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un ait déjà des pensées vraies, des propositions vraies, toutes faites, il s'agit de se mettre ces propositions-là en contact avec l'étudiant ou l'étudiante. Et cet étudiant et cette étudiante a, après ça, à recevoir ces choses-là, toutes faites. Donc, c'est le premier pôle, si vous voulez. Alors que l'autre pôle, c'est de dire que penser, c'est une activité, c'est un verbe. Un verbe. Il n'y a pas de P-E-N-S-E, accent aigu, E-S, déjà toute faite. Penser, c'est avant tout l'activité pour parvenir éventuellement à avoir articulé des idées qu'on pourra dire avoir été pensées avec le participe passé. Donc, vous avez ceux qui disent qu'il y a déjà un résultat à partager et d'autres qui disent ben, il y a une activité à soutenir. Je vous le dis tout de suite, Thomas d'Aquin est du côté de l'activité à soutenir, pas du côté des pensées toutes faites. Il y avait, à son époque, les avéroïstes, dont j'ai parlé rapidement avec Sigrid Brabant et l'unité de l'intellect, qui disent qu'il existe dans le fond un seul intellect auquel on participe tous. Et ce qui fait que, par exemple, certains comprennent plus vite que d'autres. Le frère Thomas, c'est reconnu, est un peu plus lent que le frère Matthieu. Ça ne tient pas à ce qu'ils ont un intellect moins vite. Non, on a tous le même intellect. C'est juste que le mur ou le miroir sur lequel sont projetées les pensées par le maître, qui dit, regardez, c'est là sur le mur, là. Ben, le mur est sale. Le miroir n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Ou le frère Thomas a toutes sortes de préoccupations. Ça se comprend. Juste pour pas que personne croie que je suis méchant avec le frère Thomas. On a un contrat ce soir. Je vais lui donner du chocolat après la conférence. Je peux utiliser son nom en vain. Juste pour qu'on sache que je ne suis pas méchant envers lui. Ça me coûte cher de chocolat, mais quand même. Alors, mais l'idée, c'est
Le frère Thomas est père maître. Il y a 3 frères étudiants. J'étais père maître dans ma jeunesse. Ça nous occupe, ça nous préoccupe. Alors, arriver à essayer de penser et de voir clair dans des idées, ça devient extrêmement difficile. Et selon que vous êtes bien disposé, vous allez voir mieux ou moins bien les pensées toutes faites. Thomas d'Aquin n'aime pas ça, pour des raisons que le Deo Unitate développerait, mais on ne développera pas ça ce soir. Parce que c'est un autre aspect de l'enseignement sur lequel je veux insister. Puis, il y avait des platoniciens aussi qui pensaient que les idées étaient là, dans le ciel des idées, rappelez-vous les formes, et puis il s'agissait de faire contempler les formes. Donc là, vous prenez l'étudiant ou l'étudiante, un peu comme je disais tantôt pour le sortir de la caverne, vous le dirigez dans la bonne direction, puis là, tu dis « regarde ». Et puis, comme diraient les Anglais, « you hope for the best » après. C'est là où le secours divin devient intéressant. Thomas d'Aquin va dire non, 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 c'est pas ça. Non. Ce que c'est qu'enseigner, c'est devenir coadjuvant. C'est-à-dire croire que la personne qui est là pour apprendre, l'étudiant, l'étudiante, l'élève, a déjà une capacité de penser, a déjà eu, grâce à son expérience, puis un minimum de réflexion, il est en contrôle de certains principes, comme le principe de non-contradiction et tout, et que cette personne-là désire connaître. Et qu'enseigner, c'est être coadjuvans. Juvare en latin, juvo, juvis, juvare, ça veut dire aider. Ad, lorsqu'on rajoute ad, c'est je me dirige pour faire en sorte que, oui, je sois là pour t'aider, mais c'est toi qui fais le gros du travail. Mais lorsque vous mettez co devant adjuvant, ça veut dire que moi, l'enseignant, avec toi, l'étudiante ou l'élève, je coopère. On est ensemble en train de travailler, on est ensemble en train de s'aider à apprendre. J'ai une longueur d'avance. Ces textes-là, je les ai lus de Thomas d'Aquin un peu avant vous. J'ai lu ça il y a 10 minutes. Là. Alors, j'ai une longueur d'avance, donc je peux vous guider là-dedans. Okay. Et je vais le faire, on va voir comment. Je vais vous aider en utilisant des éléments logiques, des éléments rhétoriques, des éléments de l'ordre du dictionnaire. Puis il va falloir que j'utilise autre chose, mais je vais regarder ça pour un peu plus tard ce soir. Donc, je vais devoir vous exciter, pas parce que vous êtes au neutre ou que vous êtes réticent. Non, je prends pour acquis qu'à quelque part, vous désirez connaître. C'est juste qu'il y a tellement de choses à connaître, on ne sait pas trop où aller ni comment. Moi, je suis là pour canaliser votre énergie, vous aider à vous y retrouver, pointer vers des liens à faire, vous dire, regardez, telle proposition, là, si on essaie de la décortiquer puis de comprendre ce qu'il y a là, puis à un moment donné, en faisant ça, tu vois là en face des étudiants, des étudiantes qu'ils ont compris. La question qu'ils vont poser va montrer qu'ils ont compris puis qu'ils veulent déjà aller plus loin. Alors, oui, j'accompagne, j'aide, je suis coadjuvant, je tends à rendre savant l'auditeur, mais pas parce que c'est une cruche dans laquelle je verse ma science ou des pensées. Non, j'ai plutôt le rôle d'un stimulateur, d'un orienteur, quitte à dire à un moment donné, OK, tu vas aller par là-bas, on va prendre ce chemin-là, puis on va y aller, comme ça. Thomas d'Aquin, dans sa façon normale d'écrire des articles, il crée la mise en scène en mettant en place différentes opinions qui ont toutes du vrai, qui ne sont pas fausses, qui ne sont pas stupides, qui ne sont pas délirantes ou absurdes. Il vous propose son principe, ici, la coadjuvance. Et puis après, il dit, si vous êtes vraiment à penser que c'est Dieu qui enseigne vraiment, puis c'est lui le seul maître, vous avez raison d'un certain point de vue. Alors, je vais faire un bout de temps avec vous, mais je vais vous montrer que, quand même, ça
ça demande de notre côté, de notre part, un travail, un engagement, et le prof est là pour soutenir ce travail-là, cet engagement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il s'agit de démontrer. Alors, lorsqu'on dit démontrer, tout le monde pense tout de suite à un système logique qui utilise tous les trucs de l'organon d'Aristote ou de la logique de Spinoza ou de celle de Hegel. Non, non, c'est pas ça. Démontrer, c'est au sens grammatical quasiment, c'est pointer vers. Regardez dans cette direction-là. On va aller voir dans cette direction-là. Puis pour aller voir, je vais le faire logiquement, oui, en décortiquant les différents moments. Alors, si c'est dans l'ordre d'un syllogisme, ça va être la majeure, la mineure, puis on va arriver à la conclusion qu'on va analyser, mais ce n'est pas toujours des syllogismes. Si vous suivez la façon dont Thomas d'Aquin argumente, des fois, il va donner, regardez, il y a un signe, on pourrait regarder dans cette direction-là, regardez, oui, ça peut stimuler, mais on ne fera pas une démonstration de ça parce qu'il ne peut pas en avoir vraiment, puis ça ne marcherait pas. On va utiliser tel argument qui va nous faire faire un petit pas, puis après ça, on va laisser tomber cet argument-là parce que si on pousse plus loin, on va s'éloigner de là où on veut aller. Alors, il va avancer un pas par en avant, un pas sur le côté. Il y a un côté dense, et puis, selon les textes, des fois, je dis c'est plus la valse que le tango, ou c'est plus la lambada dans certains cas. Cet après-midi, dans le séminaire sur la question de la restitution, il y avait beaucoup plus de la lambada qu'autre chose. Donc, c'est dire, il y a des orchestrations et des organisations logiques qui sont pas toujours les mêmes, et il s'agit de faire découvrir à l'étudiant ou à l'étudiante, à l'élève, des choses qui sont nécessaires. D'arriver à faire la part entre ce qui est contingent, ce qui arrive comme ça, puis des éléments plus nécessaires. Et c'est lentement qu'on fait ça. On ne peut pas tout faire en même temps. Pour moi, un des bons exemples, avant de passer à l'autre point de la conférence, c'est son traité sur la justice dans la Secunda Secundae. On commence par une approche extrêmement abstraite de l'acte, le vol ou l'échange volontaire, le meurtre. Et lentement, on va voir qu'est-ce qui est en jeu là-dedans, dans cet acte-là, dans le passage de le chat d'un tel, je le vole, il est désormais chez moi, on analyse ça, comment est-ce qu'on peut retourner le chat, et c'est lentement, sur 6 ou 7 questions, des longues questions, que vous allez voir apparaître non seulement l'acte, mais les agents. Puis éventuellement, vous allez voir apparaître les intentions des agents, les passions qui sont en jeu. Mais au fil des questions, les unes après les autres, comme s'ils voulaient vous faire entrer dans la question de la justice, étape par étape, un peu comme si je vous donne une ossature, un squelette, on met des muscles, on va mettre des veines, des organes, on va mettre un peu de chair, de la peau, on va habiller ça, on va mettre ça dans un contexte. Mais si je vous donne d'un coup le bonhomme ou la bonne femme habillé dans son contexte, il y a toute une série d'aspects de l'acte et des enjeux que vous ne verrez pas. Donc, ça peut être une manière de le voir, ou il peut fonctionner à d'autres moments sur le modèle argumentatif que j'appelle le millefeuille. Le millefeuille étant, vous savez, une succession de couches différenciées qui vont argumenter de manière différente. Le meilleur exemple pour le feuilleter, c'est, pour ceux et celles qui font de la théologie, le traité sur la Trinité. Vous avez toute une série de questions qui sont des questions qui traitent de textes bibliques, dans le fond, de l'herméneutique biblique. Vous avez, après ça, ça va être suivi d'un article où vous allez être en pleine métaphysique de la relation chez Aristote et chez les néoplatoniciens. Ça va être suivi de définitions, une autre couche, conciliaire. Puis on revient, des textes bibliques, un peu de philosophie, puis un peu d'autres éléments comme ça. Donc, on bâtit le discours sur la Trinité par couches successives, avec des types d'argumentation qui peuvent être extrêmement différents.
J'insiste sur ça parce que on a tendance à vouloir, dans certains milieux, présenter Thomas d'Aquin comme un penseur systématique qui a quelques principes qu'il applique, qui viennent de la métaphysique, et à partir de là, on bâtit et tout. Je peux vous garantir qu'il fait ça fort peu souvent. Et lorsqu'il le fait, c'est pour des raisons pédagogiques extrêmement précises, la plupart du temps en lien avec des grandes controverses, mais autrement, il va fonctionner en vous racontant des histoires parfois. Au moment de définir ce qu'il y a de plus profond dans l'acte de religion, la vertu qui fait qu'on se tourne volontairement vers Dieu, l'acte premier intérieur de la religion, c'est la dévotion. Et qu'on a besoin de la charité qui vient de Dieu, mais de notre côté, on peut se dévouer, c'est-à-dire vouloir être prêt à donner sa vie pour les autres. Et qu'est-ce qu'il va vous donner à ce moment-là? Il va vous dire, laissez-moi vous raconter petite livre à propos des deux Dès. Vous ne connaissez peut-être pas les Dès, c'était des généraux romains. Et la dévotion, avant d'être quelque chose de fort chrétien, c'est avant tout un rite romain que les généraux, les centurions, les décurions pouvaient faire lorsqu'ils étaient sur le point de perdre la bataille pour donner l'occasion et le temps à leur armée de se sauver ou de se retirer un peu. C'était de demander au prêtre, vous faites 9-1 religion, demande un prêtre, il vient, grande prière au Dieu des enfers, prépare-toi à me recevoir puis recevoir des ennemis. Et on nous raconte ça. Et ça, c'est supposé de nous faire comprendre ce qui est en jeu dans la dévotion. La dévotion, c'est d'être prêt à donner sa vie pour autrui. Donc, dans le fond, imiter le Christ, se conformer à la croix qui sauve. Vous voyez, il n'y a pas de déduction logique à partir d'un principe métaphysique ou quoi que ce soit là-dedans. Et c'est quelque chose de fort important. Alors, vous voyez, je vais soutenir, je vais aider, je vais être là à exciter, rediriger quelqu'un qui a déjà un désir de connaître et qui est déjà capable de voir des proportions. Les êtres humains sont des êtres raisonnables, rationnels, et rationnels avant toute autre chose, c'est de voir des proportions. Je change la perspective un peu, si vous permettez. C'est le deuxième volet. C'est non pas Thomas d'Aquin comme enseignant, mais Thomas d'Aquin comme étudiant studieux. Parce que Thomas d'Aquin est aristotélicien et il y a un grand principe aristotélicien qu'il utilise, mais qui est aussi un principe de la vie religieuse. Avant d'être supérieur et de commander, il faut être capable d'obéir. Pour pouvoir devenir député, il faut avoir été un bon citoyen ou une bonne citoyenne. Et une fois que vous avez été député, vous devez être encore capable de redevenir une bonne citoyenne ou un bon citoyen. Alors, je quitte la question 117 de la prima pars et je me retrouve avec vous dans la question 166, article 1 de la deuxième partie de la deuxième partie, à la toute fin presque du traitement de la tempérance, une fois qu'il a traité de l'humilité, de l'orgueil, du péché originel, il traite de deux vertus, une après l'autre, la studiosité et la curiosité. Bon, je ne vous parlerai pas de la curiosité, j'en dis simplement un mot. Vous savez, le mot curieux, curiosité, c'est quelque chose qui a été négatif, qui était de l'ordre du mal, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin du 16e, début du 17e siècle. Pour avoir un sens tout à fait positif au mot curieux, il faut attendre la fin du 17e, début du 18e avec Voltaire. Encore chez Descartes, la curiosité, c'est ambivalent. Si vous voulez lire sur l'histoire de la curiosité, permettez-moi de vous... je ne sais pas si je peux le faire. Non, lorsque je reviendrai avec le chat, je pense que je peux faire un instant. Oui, alors c'est Hans Blumenberg. Hans Blumenberg, dans
son ouvrage sur la modernité commence par un long chapitre sur l'histoire de la curiosité, la sidération et tout. C'est fort passionnant. Ça remonte à la gnose, mais je laisse ça pour vos nuits d'insomnie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que la studiosité? Une vertu dont on parle fort peu, c'est la vertu de l'étudiant, d'être studieux. Ça veut dire quoi? Étudier, ça veut dire d'étudier. Bon, c'est simple, d'une certaine manière. Et si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'étudier, vous allez me dire c'est apprendre. Puis apprendre, c'est lire, comprendre des propositions, les vérifier, les valider, les articuler les unes sur les autres comme il faut, blablabla. Bla, bla. Vous êtes d'un ennui mortel. Ou, si vous êtes autrement, c'est de connaître des équations, savoir quelle formule appliquer pour résoudre les équations ou les problèmes moraux en appliquant des principes. Bon, je ne dirai pas ce que je pense de ça. Ça, c'est apprendre. C'est très bien, mais c'est fort inutile. Enfin, non, c'est pas inutile, mais vous avez beau avoir ça, vous n'étudierez pas nécessairement. Parce que l'étude, c'est l'application de mon esprit à une chose, bien sûr. Alors, je me suis appliqué pendant quelques semaines, quelques heures par jour, à chercher les textes de Thomas d'Aquin, à les creuser et tout. Mais bon, vous savez, il y a des choses beaucoup plus excitantes que d'appliquer mon esprit à essayer de trouver ce que Thomas d'Aquin a dit sur l'enseignement ou la studiosité. Je pourrais lire Calvin and Hobbes, je pourrais regarder une saison de The Crown ou de Game of Thrones, ou je pourrais regarder une partie de football, ou je pourrais aller jouer au football. Ce serait beaucoup mieux pour ma santé d'ailleurs. Il y a plein de choses excitantes, de bonnes choses à faire, et là, je dois appliquer mon esprit. Vous savez, lorsque vous donnez des questions en vue d'un examen aux étudiants, vous voyez dans leur visage le désarroi, l'angoisse. On va devoir me taper tout ce qu'il a dit, écouter ses cours, relire les notes, trouver une réponse. Juste y penser, je suis presque dégoûté. Je n'ai pas envie de commencer du tout. Okay? Alors, la studiosité ne porte pas sur vos capacités intellectuelles. Non. La studiosité porte avant tout sur votre désir de connaître. Désirez-vous véritablement connaître? On a beau dire que l'être humain veut naturellement connaître, mais ce n'est pas parce que l'être humain veut naturellement connaître que si je dis je vais vous faire une conférence sur la vie sexuelle des fourmis rouges de Namibie du Sud, que vous allez trouver ça passionnant. Ça pourrait l'être, pas nécessairement. Mais ça ne relève pas de l'activité de connaître, de savoir, d'avoir de la science ou d'être capable d'en générer pour soi. Non. Est-ce que je suis capable de me contrôler, de moduler, de modérer pour être capable de durer dans ce désir de connaître? Ou pour le dire autrement, et je m'excuse si certaines personnes ont la conscience fragile, la studiosité, c'est le Kama Sutra de l'étude. C'est-à-dire, c'est l'art, la technique, la disposition que je me donne à contrôler mon désir pour le faire durer, pour arriver à retarder le moment où j'en pourrai plus parce que je vais tomber de sommeil, parce que je veux continuer à apprendre. C'est un engagement de soi à moduler son désir. Et c'est au cœur de la studiosité, pas votre capacité intellectuelle. Et ça s'apprend par l'habitude, etc. Et là-dedans, parce qu'il s'agit de Thomas d'Aquin et de sa philosophie de l'éducation, ce qui m'intéresse, c'est de voir que si le professeur était coadjuvant par rapport à l'aspect, appelons-le épistémologique, cognitif du savoir, de la science, de l'apprentissage, en vous faisant des démonstrations, en vous guidant logiquement, en vous stimulant rhétoriquement pour la pensée elle-même, pour que vous voyiez des rapports et que vous puissiez faire des rapprochements, ben le prof est aussi coadjuvant par rapport à votre désir d'apprendre. Il doit aussi soutenir votre désir. Alors, vous voyez, pour Thomas, en plein 13e siècle, on a dans le fond une pédagogie qui s'avère, là je vais
j'ai plus de texte à vous montrer, donc je vais pouvoir vous revoir, c'est beaucoup mieux. Au cœur du 13e siècle, on découvre cette idée que, au cœur de l'acte d'enseigner, il y a le soutien, la stimulation d'une activité conjointe, c'est coadjuvant, entre le prof et les étudiants, les étudiantes, les élèves ou la personne avec qui il est en train d'argumenter. On est là pour soutenir et je ne dois pas être de l'ordre du vampire qui prend le désir de l'autre et son énergie pour me soutenir moi. Mais je dois faire en sorte que l'étudiante, l'étudiant, l'élève arrive à découvrir en lui-même, en elle-même, déjà l'énergie qu'il faut, le désir, la volonté de continuer à désirer et à apprendre, même lorsque ça devient extrêmement difficile, même lorsqu'on est rendu à faire des distinctions qui, ma foi, peuvent être fort obscures ou abscondes par moments. Cet après-midi, Patrick peut en témoigner, on travaillait sur la restitution et il s'agissait de faire la différence entre la restitution, la compensation réelle et la compensation symbolique à propos de différentes manières d'avoir attenté à la réputation de quelqu'un. Comment est-ce qu'on compense? Comment est-ce qu'on retourne, on peut redonner à quelqu'un? Eh bien, les distinctions de Thomas sont fort subtiles. On est dans la dentelle. Et rendu à 4h30 ou à 8h20, on peut comprendre que c'est plus difficile d'entrer là-dedans. Eh bien, la tâche du prof, de l'enseignant, c'est de faire en sorte que, encore à 8h30, le désir soit là d'apprendre, quitte à ce que parce qu'on n'en peut plus, parce que j'ai plus 20 ans, parce que j'ai 20 ans, alors on n'aura pas les mêmes besoins, mais qu'on ait besoin de se lever, de bouger, de passer à autre chose, parce que le corps a besoin d'être reposé. Et si je suis un bon prof, ben, à ce point-ci, je devrais dire, compte tenu de nos âges et du fait qu'on est devant l'écran depuis 1 heure et que je parle, je crois qu'il serait pédagogiquement bon, stimulant, respectueux pour votre désir d'apprendre et de connaître, d'arrêter, de mettre fin à ceci et de dire, si on fait une deuxième conférence éventuellement, on pourrait là se dire, ben, comment on peut se servir de cette grille-là pour poser des questions à des options pédagogiques actuelles. Je pense à Christine qui est à Brébeuf à Montréal. Je pense à d'autres qui seraient aussi des enseignants ou des enseignantes, ou même à ceux et celles qui sont des étudiants ou des étudiantes ou des élèves, Noah, que je torture, ou l'Enfant ou d'autres, ou Mathieu Villandré, que j'ai torturé dans sa jeunesse, ben, voir si est-ce que ça correspond à, une expérience réelle, parce que si ça correspond à rien, on met tout ça à la poubelle. 2, comment ça permet de tenir un discours critique par rapport à toute une série d'options qui existeraient à droite, à gauche, et aussi pour faire, appelons ça un examen de conscience, tant par rapport à ce que c'est que d'enseigner, que de ce que c'est qu'apprendre. Alors sur ça, je vais arrêter de parler un peu, et je suis prêt à écouter, reprendre des commentaires pour une série de minutes ou des questions, parce que je n'ai pas tout dit, il y a plein d'autres choses à dire. Alors, si vous voulez poser des questions, vous faites apparaître ou votre petite main réelle ou la petite main bleue dans le coin gauche de l'écran. Je vous donnerai la parole, vous ouvrirez votre micro et je serai tout oui à vos questions, commentaires. Comme je ne suis pas Dieu, je sais que vous n'avez pas appris toute la science, donc il doit vous rester des choses, des questions. Comme vous n'êtes pas des cruches trouées, il y a encore de la place pour autre chose. N'ayez pas peur. Questions, commentaires. Je suis tout à vous. Monsieur Pajot-Saint-Hilaire. Merci beaucoup pour la belle, très intéressante conférence.
juste pour briser la glace, une question un peu factuelle, parce que je suis assez ignorant, effectivement, de la somme de théologie. Vous faisiez allusion, excusez-moi, je retrouve dans mes notes. Vous faisiez allusion à l'enseignement comme deuxième façon de participer au gouvernement divin. Oui. Non, excusez-moi, je pense que j'ai mal. Vous faisiez allusion à l'enseignement comme une façon de participer au gouvernement divin. Faire des enfants en était une autre. Et vous aviez dit, je pense que vous avez dit que faire des enfants était la deuxième façon de participer au gouvernement divin. Oui. Et ce qui me faisait penser, là, je me trompe peut-être, mais là, je transpose finalement à la prima secunde, question 94 sur la loi naturelle et la façon dont on participe finalement de la loi naturelle. Je me demandais, est-ce que donc la première façon de participer au gouvernement divin dans l'article auquel vous référiez, est-ce que vous vous référiez à cet article-là ou vous référiez ailleurs et est-ce que la transposition fonctionne? La question 117 porte sur l'enseignement en général, sans aucune allusion à la question 94 de la prima secunde sur la loi naturelle comme adjuvant secondaire aux prises de décisions éthiques. Alors là, il y a une option herméneutique. Alors, j'ouvre toutes mes cartes. J'essaie d'être tout à fait transparent avec vous, en autant que la transparence, ce soit une bonne chose. Je crois que dans le cadre de l'enseignement, le passage par la loi naturelle est fort secondaire avec Thomas d'Aquin, qui en fait un principe non pas de connaissance du monde, mais un principe pratique d'agir. Une loi, c'est fait pour l'action. Donc, ça serait pour de l'enseignement moral, si on voulait la rentrer là-dedans. Mais pour l'enseignement de base, Thomas va dire, oui, la loi naturelle, tant que vous voulez, sauf que dans l'existence réelle des gens, il y a un double problème. Et ça, si on travaille les questions 94 avec la loi ancienne, la loi nouvelle, les lois humaines et tout, donc de 90 à 97, on trouverait ça dans l'esprit prima secunde. La loi naturelle n'est pas aussi obvie que veulent nous le faire croire les promoteurs de la loi naturelle. Et Thomas va dire, mais c'est une position théologique, les effets, les suites, les conséquences du péché originel font qu'il y a une obfuscation, c'est son mot latin. Donc, c'est comme s'il y avait de la fumée entre nous et la loi naturelle. Donc, on n'en a pas une connaissance innée, d'une part. Et d'autre part, toujours en lien avec les effets du péché originel, même si on arrive à avoir une connaissance claire des principes de base de la loi naturelle, il se pose un double problème. Passer du principe général à l'application concrète est extrêmement compliqué. Il faut suivre les débats actuels sur la loi naturelle pour s'en rendre compte. Deuxièmement, je peux ne pas percevoir la loi comme étant prescriptive. Et si vous allez en philosophie analytique aujourd'hui en morale, le passage entre savoir que quelque chose est le cas et savoir que ça devrait être le cas, ben ça ne va pas de soi. Okay? Or, pour Thomas, ça ne va pas de soi pas pour des raisons épistémologiques, ça ne va pas de soi pour des raisons, j'appelle ça existentielles, liées au fait que la volonté n'est pas toujours arrimée sur la raison et que la raison n'est pas nécessairement toujours capable de proposer la loi comme étant le bien qui devrait être m'aider à bien délibérer et choisir. Donc, pour le dire simplement, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais si on voulait en faire un, l'enseignement de la loi naturelle serait quelque chose qui ne réglerait en rien la prise de décision prudentielle en morale. Pas que ça n'aiderait pas, mais ça ne réglerait pas en quoi que ce soit la prise de décision concrète. Ça sera pour une autre conférence, ça, ce point-là. Est-ce que ça répond un peu à ce que... Mais je pense que vous avez peut-être un peu mal compris ma question. OK, je m'excuse. Mais c'est entièrement ma faute. Je me suis probablement mal exprimé. Je voulais simplement savoir si finalement, parce que oui, je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit sur la prudence et la loi naturelle, mais
lorsqu'il y a les trois principaux, très, très généraux préceptes de la loi naturelle sont énoncés dans la question 94, c'est à ce point général qu'il semble qu'on ne pourrait pas vraiment être en désaccord. Il n'y a pas encore de jugement prudentiel là, à ce moment-là. Lorsque la troisième proposition, c'est que les êtres humains ont cette tendance naturelle à vouloir connaître les vérités au sujet de Dieu et à vivre en société. Donc, c'est là que je voyais, en fait, le lien, finalement, entre, vous avez dit, faire des enfants et enseigner. Ben, la deuxième proposition générale, c'est qu'on veut se reproduire pour perpétuer l'espèce comme tous les autres animaux. Et la troisième, c'est qu'on veut connaître Dieu. Alors, comment connaître Dieu? Pris dans ce sens-là, je vous dirais que c'est moins du point de vue de l'enseignement que, disons, du point de vue de Dieu créateur, qui nous donne comme mission d'être enseignant et d'être reproducteur. Il est logique que dans la loi éternelle, telle qu'elle se décline en loi naturelle, que les principes soient en accord avec la nature de ce qu'il a créé. Alors oui, de ce point de vue-là, mais sauf que textuellement, à propos de 114, 117 et 118, 119, lui ne fait pas le lien à ce moment-là, Thomas. Okay. Pas textuellement. Merci. Autre question, commentaire? Vous voyez, je ne mords pas, je suis gentil, alors vous pouvez... Et j'ai pris mes pilules en plus ce soir, alors je vais être gentil. Le père La Rochelle qui est là ce soir sait que si je n'ai pas pris mes pilules, ça peut être extrêmement dangereux. Il a été mon père maître et il sait que je peux être vicieux avec ma langue. Oui, Maxime. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux me lancer. Je ne sais pas si ma question est pertinente, mais je me la pose en fait parce que, bon, pour le petit histoire personnel, je vais enseigner un cours d'introduction à la philosophie politique cet hiver. Puis, heureux homme. Oui, mais en fait, c'est un cours finalement d'histoire de la pensée politique. On cite souvent saint Thomas qui dit que la philosophie, ce n'est pas de savoir ce que les hommes ont pensé, mais c'est ce que sont les choses. Mais aujourd'hui, dans l'enseignement universitaire, on remarque que l'histoire de la science, l'histoire de ce que les hommes ont pensé, les hommes et les femmes, est important. Est-ce que ce que vous avez dit sur l'enseignement chez saint Thomas d'Aquin s'applique aussi à ce type d'enseignement-là? Ou plus généralement, quelle est la différence entre justement un enseignement vraiment axé sur la science, le transfert de la science du maître à l'élève et cet enseignement si prégnant aujourd'hui de l'histoire des différentes sciences et des différentes opinions? D'accord. Je vais faire un petit détour très bref par la rhétorique, qui est un de mes dadas. Au début de la rhétorique d'Aristote, et Thomas cite ça régulièrement, Aristote fait une différence entre la dialectique et entre la rhétorique. La dialectique, c'est ce qui nous sert à aider quelqu'un à apprendre, à organiser un argument, à comprendre lorsque les prémices sont nécessaires, lorsque ça porte sur du nécessaire. Mais dans bien des cas, on n'a pas de prémices nécessaires. On part avec des prémices sur des choses particulières, où il s'agit, par exemple, pour traiter des questions de morale, il y a des actes singuliers qui ne se rangent sous aucun universel véritablement à cause des circonstances. Eh bien, pour ça, c'est la rhétorique qui fonctionne. Or, un des arguments importants en rhétorique, c'est l'exemple historique. Okay? Et vous avez dans la question 117 un très, très beau cas pour illustrer justement votre situation. Thomas d'Aquin se sert de 3 moments historiques, Averroès, Platon et Aristote. Okay? Et il présente 3 positions historiques. Okay? Mais il les présente de telle sorte que l'ordre dans lequel il les présente, ce qu'il en présente, finit par faire un argument logique qui porte sur la chose et non plus sur ce que les hommes de ces 3 écoles-là ont pensé. Et il fait ça régulièrement.
Si vous allez lire les questions 84 à 89 de la première partie sur la connaissance, ils fonctionnent exactement comme ça. Les platoniciens ont pensé comme ceci, les Averroïstes, les Avicéniens, Aristote a pensé comme ceci, Augustin nous a dit cela. Et la première chose que vous savez, il va prendre des éléments de chacune de ces choses-là pour construire le syllogisme final. Donc, c'est pour dire, l'histoire, Thomas n'a pas peur de l'utiliser, sauf qu'il ne l'utilise pas de manière historienne, il utilise l'histoire comme étant déjà un argument. Okay? Comme permettant déjà de voir des liens, de faire des rapprochements. Et ça, c'est pour moi, qui aime bien enseigner à Spinoza, c'est merveilleux enseigner Spinoza, l'éthique, mais il faut voir que même notre bon vieux Spinoza, dans les Scoli, va faire un passage par l'histoire de la philosophie. Alors, c'est simplement pour dire, n'ayez pas peur de vous servir de l'histoire pour faire un argument. Une auteure moderne qui est très bonne pour faire ça, qu'on soit d'accord ou non avec elle, peu importe, c'est Madame Arendt. Ouais. Un autre qui fonctionne un peu comme ça, soit même comme un autre, par exemple, de Paul Ricoeur. Chacune des études présente des théories différentes sur un point donné, mais d'un passage à l'autre, d'une étude à l'autre, il est en train de bâtir son argument en vous parlant de l'un et de l'autre. OK? Parce que, surtout en philosophie, et je dirais encore plus en philo politique, c'est un de mes dadas au collège néoclassique, la réflexion est tellement liée aux conditions historiennes dans lesquelles se sont développés les concepts, que si on veut bien utiliser les concepts, il faut bien les avoir mis en contexte. Ouais. Mais je vous dirais, c'est un art, on est en rhétorique, parce qu'on n'est pas en pleine dialectique. Un prof qui fait seulement de la dialectique va endormir ses étudiants à 9h30, tout le monde dort. Mais il s'agit plutôt de se retrouver pour rhétoriquement faire le passage de l'un à l'autre. Selon que vous enseignez le matin ou l'après-midi, selon qu'il s'agit de présenter en 3 phrases le prince de Machiavel ou de décortiquer les 5 types de démocratie chez Aristote au livre 5 des Politiques. Alors, je vous dirais, amusez-vous à tisser avec les deux. Vous allez voir, ça permet des choses fantastiques. Et ça peut même être amusant. Autre question, commentaire? Oui, Maxime, j'en aurais une question. Oui, une question comme un commentaire que je veux passer. Je te remercie d'abord pour la conférence, mais j'ai trouvé particulièrement intéressant la prise de conscience que le renouveau pédagogique du Québec, depuis 2006, probablement qu'il ne sait pas qu'il s'inspire d'une vision lointaine, mais je pense par exemple à un des penseurs contemporains comme Philippe Mérieux qui a inspiré le renouveau pédagogique. Il n'a cessé de répéter ce principe d'apprendre à apprendre. Ça fait plaisir de savoir que ça se situe dans une longue tradition, ça, que le apprendre à apprendre. Et puis maintenant, on considère les enseignants au secondaire non pas comme des gens qui remplissent une cruche, mais plutôt comme des gens qui sont des accompagnateurs. La seule différence, je te dirais, c'est que accompagnateur, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu dans certains lieux au Québec puis en Ontario, dans les écoles secondaires où je peux aller, où j'allais un peu plus lorsque j'étais président, mais c'est qu'accompagner est beaucoup plus, est souvent vécu, ou en fait présenté par des profs à qui je parle, comme suivre l'élève. Okay? Alors que Thomas, dans le coadjuvance, il y a un côté, je te tire en avant, je te mène sur le côté, tu veux aller de ce côté-là, oui, je te laisse lâche la bride pour aller là, mais je te ramène. Là, il y a un côté, je te dirais, plus interactif que simplement accompagnateur. Oui, bien, il est interactif dans le, dans l'esprit. Dans le programme. Après ça, la réalisation, c'est peut-être autre chose. Oui, c'est ça. Mais dans l'esprit, c'est clair que
qu'il l'est, là. Puis on a, même on sert en quelque sorte de catalyseur, hein, pour amener l'élève à aller plus loin, mais c'est l'élève qui est le premier responsable de ses apprentissages, mais sans cesse, par une interaction, on le stimule pour le faire avancer, le faire progresser. Puis là où je crois qu'il y a un défi aujourd'hui, mais qui est encore là lorsqu'on lit Leonard Boyle. Leonard Boyle est un Dominicain irlandais qui a fini préfet de la Bibliothèque Vaticane, mais qui a passé sa carrière à Toronto, qui est un historien des idées et beaucoup historien de l'enseignement au Moyen Âge. Les centaines d'étudiants qui se retrouvaient sur les bancs des facultés, ce n'étaient pas des gens hyper motivés. Il y en a qui étaient là parce qu'ils avaient eu la prébande et puis ils voulaient tout simplement continuer à apprendre à lire. 90% des hommes qui étaient en faculté de théologie comme des facultés des arts sont des gens qui sont restés, qui n'ont jamais produit quoi que ce soit, là, qui étaient là parce que c'était bien, ça permettait d'être à Paris, ça permettait une certaine vie, loin du village, etc., etc., mais ce n'étaient pas des gens qui voulaient apprendre. Alors, à l'époque comme aujourd'hui, l'aspect studieux, et c'est pour ça que j'ai amené ça aussi plutôt que de développer le jeu des arguments un peu plus, il y a aussi ce travail sur le désir de connaître. Parce que c'est pas vrai, et bon, pour avoir enseigné dans différentes universités, dans différents continents, c'est l'avantage du grand âge, je peux vous dire que c'est pas évident d'avoir devant vous, une classe où une majorité veut vraiment apprendre. Bon, moi, je suis chanceux au Collège dominicain, on a des petites classes, et ceux qui veulent faire de la philo, de toute façon, de nos jours, comme ça mène à rien, d'une certaine manière, là, je caricature à peine. Alexandrina, tu n'as pas entendu ça, là. OK. Mais ceux et celles qui se retrouvent, ils veulent apprendre. Mais même à ça, il y a des matins où il faut travailler sur le désir de connaître quand même. Okay? Ben, j'ai l'avantage, moi, je donne des cours à des jeunes dans un programme qui s'appelle Longueur d'avance, des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, donc secondaire, mais je leur fais travailler le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza comme le DNT Essentia de Thomas d'Aquin, puis le chapitre 2 de Sein und Zeit de Heidegger. À 13 ans, ils sont capables de lire ça. Okay? Ils veulent, puis ils travaillent, puis ils bossent. Mais ce désir-là qu'ils ont à cet âge-là, ben, il faut contribuer à le stimuler. Et puis, il y a un défi là-dedans. Et ça, je pense que c'est compte tenu de la complexité émotive de la vie des élèves ou des étudiants et des étudiantes aujourd'hui sur les campus, compte tenu du nombre qu'on impacte en même temps dans une classe aujourd'hui et tout, un prof ou une prof ne peut pas tout faire ça. Il y a une part de la tâche qui est d'aller chercher l'énergie pour que ça aille vers du désir de connaître et d'apprendre. Mais ça demande des gens autour aussi parce que la situation est telle qu'il y a un travail fort à faire sur le désir. La studiosité, c'est un des aspects de la tempérance. Il y en a plein d'autres à travailler aussi. Hein. Alors, il y a énormément à faire là-dessus. Oui. C'est un beau défi. C'est un très beau défi que j'adore, je n'ai pas envie de lâcher. Sauf que comme il est 9h moins quart et que les bonnes choses doivent avoir une fin, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires qui vous surgissent dans la nuit et vous empêchent de dormir, je vous invite à me les envoyer. Vous avez mon adresse, vous pouvez l'envoyer. Si vous m'écrivez, je vais vous répondre. Et je peux vous annoncer qu'il y aura au cours de l'hiver 2 ou 3 autres conférences sur différents points de Thomas d'Aquin en français. La prochaine, c'est mardi prochain, toujours avec la chaire de Juan. C'est en anglais par contre, ça s'intitule Aquinas, Social Interactions and Virtuous Acknowledgements. Ça portera sur les vertus annexes de la justice, vertus dont on parle fort peu et qui sont très, très utiles et de fait en lien avec toute une série de pensées très, très contemporaines en sociologie ou à l'école de Francfort. Donc, si vous êtes intéressé, m'écrire, je vous enverrai un lien. C'est le 8 décembre,
une deuxième conférence. La troisième qui est prévue, c'est le 28 janvier, en la fête de Saint-Thomas. En anglais, pour le moment, j'essaie d'en mettre 2 dans la même journée. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et elle porte sur domination et sacrifice. Donc, comment entrer en relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est possible j'essaie de le formuler là, comme il faut. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne soit pas de l'assujettissement, de l'abaissement ou de la domination? Je pose la question comme ça parce que, vous savez peut-être, il y a eu plusieurs grands courants en sociologie qui ont tout réduit à la domination et à l'assujettissement. Ce que je veux montrer, c'est qu'à travers le vocabulaire de Thomas d'Aquin, on peut avoir une palette beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante de l'ensemble des interactions qu'on peut avoir. Alors, pour la philosophie politique, Maxime, ça pourra avoir, avoir quelque chose d'amusant là. Alors, ceci étant dit, je vous remercie. Maxime, les conférences sont enregistrées? Oui, les conférences sont enregistrées. Et elles sont disponibles à quel endroit? Pour le moment, c'est encore à discuter avec Alexandrina de la Fondation du Collège universitaire dominicain. OK. Mais moi, je recevrai le lien Zoom. Si vous voulez l'enregistrement, écrivez-moi, je vous enverrai la chose. Puis lorsqu'on aura établi comment ça sera mis à la disposition des gens avec la Fondation, ben, on vous donnera le lien pour aller là. C'est beau. Merci. C'est beau?